Bonjour à tous, je m'appelle Tania Lompré. L'éducation, l'immigration, la langue française, ça vous intéresse? Vous êtes au bon endroit parce que moi aussi. Ensemble, on va explorer plusieurs enjeux reliés de près ou de loin à la francisation, à l'immigration, à l'enseignement et à l'apprentissage. On va aussi aborder les politiques publiques et l'actualité reliées à ces thématiques. De mon côté, je suis une fille super animée par l'idéal de faire du Québec un endroit où tous peuvent s'épanouir en français, avec ou sans accent. J'ai la tête qui foisonne d'idées, d'opinions et de solutions. On ne sera peut-être pas toujours d'accord, hein? Mais n'est-ce pas une des facettes de la diversité qui fait que c'est vraiment beau chez nous? Alors, bienvenue à tous sur le balado avec ou sans accent. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente deux invités spéciaux qui sont avec nous aujourd'hui pour parler de plusieurs choses concernant l'état de la francisation au Québec. Donc, je reçois aujourd'hui Benoît Dubreuil, qui est commissaire à la langue française au Québec, et Marie-Lou Jeté, qui est agente de recherche et d'évaluation au sein du même commissariat. Donc, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, Tania. Bonjour. Avant de commencer, petite anecdote cocasse, on s'est croisés tous les trois il y a 2 ans, là, au début du mandat de M. Dubreuil, là, au niveau de l'ACFAS, hein, dans un colloque sur la francisation, justement, sur l'état des lieux en francisation au Québec. Et évidemment, depuis ce moment-là, depuis 2 ans, il y a beaucoup de choses qui ont bougé en francisation et je pense que vous êtes tous les deux au cœur de ces débats-là et de ces données-là qui ont été produites depuis 2 ans sur la francisation au Québec. Donc, avant de commencer un peu plus, j'aimerais que vous me disiez un peu quelles sont vos fonctions. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Alors, bonjour, moi c'est Benoît Dubreuil, commissaire à la langue française. Donc, c'est un poste qui a été créé avec la révision de la Charte de la langue française en 2022. Donc, moi, j'ai été nommé au printemps 2023. Et puis, on a 2 fonctions principales. La première, c'est de veiller, en fait, à la mise en œuvre de la Charte de la langue française par le gouvernement. Donc, on a un pouvoir d'enquête, de vérification, d'évaluation aussi plus large là, de l'action gouvernementale. Et on a aussi comme mandat de surveiller l'évolution de la situation linguistique, de proposer au gouvernement des avis, des recommandations sur les manières de favoriser la pérennité et la vitalité du français. Et voilà, donc on a une équipe de 18 personnes maintenant, dont fait partie Marie-Lou. Je vais la laisser se présenter et décrire un peu ce qu'elle fait. Oui, parfait. Bien, pour ma part, je suis agente de recherche et d'évaluation des politiques linguistiques, ce qui consiste à mener des mandats de recherche, d'analyse sur des enjeux en lien avec la situation linguistique. Donc, concrètement, là, on rédige des rapports, des études, des avis, des mémoires à l'intention du gouvernement, des parlementaires et du public. Puis, on contribue à diffuser là, les travaux du commissaire à la langue française. Mais plus précisément, là, moi, j'ai travaillé à l'examen des activités de francisation Québec là, dans le cadre d'une évaluation continue qu'on a entamée en 2023. Donc, pour la première année, on a évalué le déploiement là, de la première année de la nouvelle entité de Francisation Québec. Et en guise de deuxième année, là, l'an dernier et puis cette année, on a évalué la francisation en milieu de travail. Puis d'autres travaux en lien avec cette évaluation continue-là qui sont à venir. Bien, merci beaucoup pour les présentations. Je me demandais justement pourquoi vous avez choisi, dans le cadre du deuxième rapport, de travailler davantage sur la francisation en entreprise. Pourquoi on fait ce choix? Donc, déjà, c'était quelque chose qui était vraiment mis de l'avant là, par plusieurs acteurs. Dans les milieux de travail, notamment, on demandait souvent à ce que la francisation en milieu de travail ou en entreprise soit bonifiée, comme quoi elle était très importante. Donc, pour les milieux de travail. Donc, c'est un discours qu'on entendait souvent. On s'est dit que c'était un bon moment pour aller voir ce qu'il en était là, réellement sur le terrain, puis dans les milieux, comment ça se passait. Oui, parce qu'on connaît bien la francisation générale, hein, donc qui est, si on résume un peu, là, ce sont des cours de français langue seconde en contexte québécois pour les adultes de 16 ans et plus. Donc, on offre là, ces cours-là autant au MIFI, au MIFI, mais sous différents partenaires, là, que ce soit par exemple dans les centres de services scolaires ou encore dans les organismes communautaires. En quoi la francisation en entreprise se distingue de la francisation générale?
Contrairement à la francisation, la francisation générale, moi, ça peut se faire en classe, sur le temps personnel de la personne, mais en milieu de travail, là, ça s'inscrit vraiment spécifiquement dans le cadre du travail. Donc, on parle de formations qui sont offertes directement en entreprise. Puis là, on dit en entreprise, ça peut être en ligne, ça peut être dans un local de formation, mais ce qui est important de savoir, c'est que ça se donne pendant les heures rémunérées du travailleur et à la demande de l'employeur. C'est ça la différence concrète là, entre les deux types de formation. Puis historiquement, c'est de la francisation qui était faite surtout sur mesure. Donc, à la demande d'un employeur, on pouvait créer un programme sur mesure. Toutefois, ça a changé un peu là, avec Francisation Québec, où maintenant, il y a à peu près la moitié des cours qui sont donnés avec un cursus qui est général, qui est le même qui est offert dans la francisation générale des individus. Donc, avec une évaluation sommative là, à la fin de ça. Donc, maintenant, les deux parcours sont possibles en milieu de travail, soit un parcours qui soit vraiment à la demande de l'employeur, avec des objectifs qui sont sur mesure, du contenu qui est sur mesure pour l'employeur, et un autre parcours qui suit vraiment la francisation générale avec le programme général et les évaluations sommatives à la fin, avec les mêmes niveaux et tout ça. Donc, mais surtout, c'est pendant les heures de travail et à la demande de l'employeur, c'est ce qui distingue la francisation en milieu de travail. Et puis, dans le fond, les gens qui sont apprenants en formation en milieu de travail, en fait, ils ne sont pas nécessairement inscrits eux-mêmes sur une plateforme comme Francisation Québec, en fait, là. Donc, ils sont vraiment inscrits par leur employeur. Est-ce qu'ils peuvent faire les deux types de formation? Donc, j'ai l'impression que sur le terrain, on voit vraiment beaucoup de gens qui font de la FMT pendant le jour, mais qui viennent, par exemple, en francisation sur leurs heures qui ne sont plus des heures de travail, en fait, là, après les heures de travail. Donc, ils combinent. On voit beaucoup de gens sur le terrain qui combinent les deux formations. Est-ce que c'est quelque chose qu'on... Ah, là, je vois que monsieur le commissaire, vous voulez dire quelque chose? Ça serait à vérifier à savoir si il y a beaucoup de personnes qui les combinent. La seule contrainte, ce serait si un employeur choisit le parcours général de francisation. Donc là, les cours vont être donnés selon un certain sigle, par exemple. La personne ne peut pas individuellement suivre le même cours aux individus. C'est la seule limite. Si toutefois ils prennent un parcours plutôt sur mesure, mais la personne individuellement pourrait aller suivre des cours de francisation généraux en dehors de sa formation dans le milieu de travail. Mais une personne ne peut pas suivre à deux endroits le même sigle de cours. Ça serait la limite. Puis, Benoît, tu peux continuer. Peut-être pour compléter, sans vouloir trop avancer sur les résultats de l'évaluation, mais ça fait partie des points qui seraient importants pour nous d'avoir un dossier unique d'élèves, qu'on soit capable justement de retracer le parcours des gens qui sont en francisation. Parce qu'en ce moment, justement, les gens ne sont pas inscrits de manière individuelle à la francisation. Ça veut dire qu'en termes de données, une personne qui combinerait différents types de formations, ce ne serait pas nécessairement visible là, pour nous ou pour le MIFI, ce qui limite en fait un peu notre capacité de savoir ce qui se passe puis d'améliorer les services. C'est bon. Puis, c'est vrai, en fait, qu'on ne peut pas nécessairement savoir. Les gens nous le disent, nous, de façon informelle, là, qui font une double formation qui est différente, évidemment. Là. Puis souvent, ils nous disent qu'ils viennent le soir de leur propre chef parce que la formation de francisation au milieu de travail est insuffisante. Donc, ce qu'on nous dit souvent, c'est que j'ai 2 heures ou 3 heures de cours par semaine, il y a du bruit dans l'usine où je travaille, il fait chaud, il fait froid, mon prof n'a pas de TNI, de matériel, tout ça. Donc, je viens faire un vrai cours, entre guillemets, de francisation parce que je veux atteindre des objectifs linguistiques, souvent, en fait, pour renouveler un permis de travail ou pour rester au Québec à long terme. Donc, est-ce que ça ressort dans vos études, en fait, que vous avez faites depuis 2 ans? Oui, exactement. Là, on a mesuré là, dans la dernière étude là, qui a trait là, spécifiquement à la francisation au milieu de travail, on a mesuré que les participants à la francisation au travail suivaient environ 3 heures de cours par semaine pendant environ une 50aine d'heures en tout. Donc, c'est un rythme où les gens qui apprennent le français peuvent espérer avancer d'à peu près un niveau sur les 12 niveaux de l'échelle.
donc, c'est pas réaliste de s'imaginer avec une francisation que je pourrais dire un peu au compte-gouttes comme ça, d'aller chercher des niveaux là, assez importants pour, par exemple, renouveler un permis ou avoir la résidence permanente. J'ajouterais peut-être aussi que un des constats, évidemment, c'est que la francisation en milieu de travail, ça demeure quand même assez modeste. Ce qu'on montre en fait dans le rapport, c'est qu'il y aurait peut-être 4 à 5 000 personnes en ce moment qui seraient en train de suivre la formation en milieu de travail, alors que cette année, il y a eu 90 000 personnes qui ont bénéficié d'une manière ou d'une autre des services de francisation au Québec. Donc, et on sait que parmi les 90 000, il y en a environ la moitié qui sont des travailleurs étrangers temporaires. Donc, si vous faites le calcul, il y a à peu près 10 fois plus de travailleurs étrangers temporaires au moins 10 fois plus de travailleurs étrangers temporaires qui suivent des cours le soir ou les fins de semaine à temps partiel que de gens qui étudient le français au travail avec les programmes de francisation au Québec. Donc, ça demeure quand même une ligne d'affaires qui est relativement modeste. Les gens qui apprennent le français en ce moment, les travailleurs qui apprennent le français en ce moment le font principalement sur leur temps personnel. Oui, mais c'est ce qu'on remarque aussi, en fait, puis on dirait que du point de vue extérieur, j'ai l'impression que les gens considèrent que la formation n'est pas suffisante, puis quand on parle de 56 heures, 50 heures, on est à peine en train de terminer le niveau 1 d'un cursus régulier, hein, donc niveau 1, là, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement ça, c'est vraiment les objectifs ou les intentions de communication sont vraiment de décliner son identité, de remplir un formulaire. On n'est même pas capable d'aller, par exemple, commander au restaurant ou visiter un médecin. Donc, on ne peut pas penser qu'on peut effectuer des tâches de travail en français avec ce niveau-là. On a aussi appris là, pendant la dernière année d'évaluation que la grande majorité des personnes qui étaient participantes à la francisation dans les entreprises étaient des personnes à des niveaux très, très, très débutants de connaissance du français. Donc, on parle là, vraiment de aucune connaissance préalable ou un niveau 1, là, très, très, très minimal comme connaissance. Donc, ça dépend aussi d'où on part, mais si on part vraiment du début de l'apprentissage, là, ce qu'on observe, c'est ça, c'est une cinquantaine d'heures. Ça ne peut que initier la personne à l'apprentissage du français. On n'est pas dans des gains là, significatifs qui pourraient permettre à la personne de réinvestir ses apprentissages et de, par exemple, travailler en français. Si les gains ne sont pas significatifs, est-ce que ça veut dire que ce sont des programmes qu'on devrait continuer à donner? Écoutez, ça, c'est une bonne question. Alors, la première réponse, c'est que c'est une obligation pour Francisation Québec d'offrir de la francisation en milieu de travail. Personnellement, je pense pas que l'idée soit à rejeter complètement. Ce qu'on essaie de faire dans le rapport, c'est d'expliquer un peu quels sont les paramètres à l'intérieur desquels il y a un sens d'un point de vue de la politique publique, d'un point de vue des finances publiques, d'un point de vue de la francisation, dans quel contexte il y a un sens à le faire. Les principaux problèmes que l'on trouve, c'est que en entreprise, d'une part, c'est difficile en fait d'avoir des gens qui vont consacrer un temps suffisant à l'apprentissage du français. On l'a mentionné, donc ça en soi, ça rend les progrès assez difficiles. Le deuxième grand obstacle que l'on trouve, il est d'ordre logistique, c'est qu'on a souvent affaire à des travailleurs qui sont répartis dans un très grand nombre d'entreprises, particulièrement évidemment à l'extérieur de Montréal. Ça devient difficile aussi de constituer des groupes qui vont avoir une taille suffisante pour qu'en termes de coûts, ça ait un sens. Donc, à l'époque où le programme s'est développé au ministère de l'Emploi, donc avant la création de Francisation Québec, on comprend que c'était quasiment la norme d'envoyer un professeur pour enseigner à 1, 2 ou 3 personnes dans des entreprises. Donc, la francisation en entreprise s'est développée un peu dans ces paramètres-là. Aujourd'hui, c'est sûr que ça devient difficile à justifier parce que la formation aux individus qui se donnent le soir, comme tu sais, Tania, c'est du 20 personnes qu'on cherche à avoir par classe. Donc, en termes d'allocation des fonds publics, c'est un peu difficile là, de justifier d'avoir des professeurs qui se déplacent pour enseigner à 1, 2 ou 3 personnes pendant le jour sur des milieux de travail, et ensuite dire à la grande majorité des travailleurs qui étudient le soir, mais vous allez être dans des groupes de 20 personnes, puis vous n'allez pas toucher d'allocation, puis vous allez le faire sur votre temps personnel. Donc, il faut comme trouver un modèle qui fonctionne mieux que ça. Les recommandations qu'on a fait au MEFI dans notre rapport de mai dernier vont dans ce sens-là. Alors, on leur dit qu'il faut vraiment travailler avec les entreprises, avec les différents intermédiaires pour constituer des groupes qui vont être d'une taille
plus raisonnable, que ce soit 8, 10, 12 personnes, avoir des solutions qui sont multi-entreprises, s'assurer de travailler avec des entreprises qui peuvent dégager leurs travailleurs plus longtemps. Par exemple, si l'entreprise peut dégager le travailleur une journée par semaine, on sait que ça existe là, dans certains domaines, ben là, à ce moment-là, c'est déjà plus facile de faire des gains, puis on peut regrouper les travailleurs dans un même endroit. Donc, ou par exemple, des fois, il y a des entreprises qui vont avoir des périodes un peu plus calmes sur le plan de la production. Donc, est-ce qu'on peut avoir une formation plus intensive pendant cette période-là? Donc, il y a différentes solutions qu'on peut chercher, mais il faut vraiment s'assurer d'avoir une meilleure structure de coût. C'était vraiment le sens là, de notre rapport. L'autre point aussi sur lequel on a vraiment insisté, c'est tout ce qui s'appelle l'environnement d'apprentissage. Donc, on s'aperçoit en parlant avec les fournisseurs de services, en parlant avec les intervenants, que dans plusieurs entreprises, il n'y a pas nécessairement un climat d'apprentissage qui est favorable aux Français. On peut pas avoir de bonnes pratiques, en fait. Oui, c'est ça, parce que la logique de la francisation en entreprise, c'est qu'à un moment donné, la personne atteint une certaine autonomie en français, et comme elle est dans un environnement francophone, elle peut pratiquer et donc elle met en application ce qu'elle apprend. Donc, il y a comme un effet d'entraînement, d'immersion qui devient favorable. Mais ça, pour que ça fonctionne, il faut déjà que la personne ait un certain niveau de français, une certaine intensité dans son apprentissage ou une certaine base. Et il faut que son environnement soit propice. Donc, si la personne travaille la nuit seule à faire des ménages dans un édifice, ou si encore vous avez un employeur qui va faire travailler ensemble un groupe de travailleurs latino-américains qui n'ont pas de contact, par exemple, avec des Québécois, à ce moment-là, ou en fait, si l'anglais s'impose, comme on le voit dans plusieurs milieux de travail, là, comme étant la langue commune de tous les travailleurs, à ce moment-là, le milieu de travail ne devient plus propice à la francisation. Donc, nous, on a demandé aussi au ministère de porter une attention à ça, à demander aux entreprises plus précisément qu'est-ce qu'elles ont l'intention de faire pour créer un environnement favorable autour du travailleur. Et pas seulement se fier à un petit cours là, de quelques heures, parce que vous parliez tantôt d'autonomie langagière, hein, puis quand on parle d'autonomie langagière, on est vraiment plus à 1400, 1500 heures de formation. Oui. On est très, très loin. Ben, c'est ça. Si on arrive vraiment au niveau, on termine le niveau intermédiaire, on arrive au niveau avancé. Mais tu sais, je pense que de manière générale, quand les gens entament le stade intermédiaire, disons qu'ils arrivent au niveau 4, 5, déjà, ils peuvent avoir quand même une capacité de s'engager dans des discussions qui ne seront pas complètement fluides, mais qui peuvent commencer à être un peu plus à l'aise pour discuter avec leurs collègues. Fonctionnel. Avant ça, c'est plus difficile. Là. Si on regarde les objectifs, il y a les objectifs du programme québécois d'apprentissage du français qui correspondent des objectifs assez généraux et très ambitieux par rapport à l'utilisation du français au travail et dans la vie publique. Mais nous, on a sondé aussi les acteurs par rapport aux objectifs perçus, par exemple des employeurs et des travailleurs inscrits à la francisation au milieu de travail. Et là, c'est intéressant que, par exemple, les travailleurs cherchent vraiment à socialiser, à avoir des relations avec les collègues. Et là, on peut se dire qu'en atteignant, en sortant du niveau débutant, là, en approchant le niveau 4 à l'oral, on peut déjà commencer à avoir des relations interpersonnelles, se lier d'amitié avec des personnes avec qui on est au travail et avoir vraiment des véritables échanges là, interculturels. Du côté des employeurs, la motivation d'inscrire ses employés en francisation au milieu de travail était plus du côté de la rétention, là, s'assurer que les travailleurs restent plus longtemps au sein de leur entreprise, mais aussi les questions de santé et sécurité au travail. Et là aussi, on peut s'imaginer qu'en atteignant un niveau, par exemple un niveau 4, là, on sort du niveau débutant, on se rapproche du niveau intermédiaire. Là, on peut être en mesure de comprendre les consignes de sécurité, de travailler de manière plus sécuritaire avec les différentes équipes de travail en français. Donc, dans les deux visions, il y a comme un certain niveau là, de base qui est nécessaire pour pouvoir soit atteindre l'objectif de socialiser sur son lieu de travail ou atteindre l'objectif de travailler en toute sécurité. Donc, ça nous apparaît là, donc comme
un niveau où quand on n'arrive pas avec une connaissance, une véritable base en français, ben le phénomène va être que par nécessité, on risque d'utiliser une autre langue et là, de s'exposer plus à cette autre langue-là. Donc, si on calcule qu'on a 3 heures de cours de français au travail, ben sur une semaine de 40 heures, il reste 37 heures où on risque d'être en train de se perfectionner dans une autre langue plutôt qu'en français. Donc là, il y a ça aussi qu'on peut souligner. C'est une donnée très importante. On le voit dans certains milieux de travail. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, c'est-à-dire que les Québécois passent plus de temps à pratiquer leur anglais que les travailleurs temporaires à pratiquer leur français. Ou que les entreprises embauchent finalement des gens à certains postes qui peuvent en fait discuter avec les équipes. Moi, j'ai des étudiants qui me disent, ben finalement, mon contremaître parle espagnol. C'est un Québécois, mais il a appris l'espagnol, donc il nous parle en espagnol. Puis je suis comme, OK, on dirait que les entreprises sont un peu à l'inverse d'un comportement attendu. Oui, en termes de stratégie d'affaires et d'organisation du travail, ça peut être tout à fait logique. Donc, si vous avez cette stratégie de main-d'œuvre qui consiste à faire venir de manière régulière des travailleurs d'Amérique latine, puis que vous voulez les garder pour vous, puis vous voulez qu'ils restent ensemble à travailler ensemble, ça peut être beaucoup plus logique de payer un Québécois pour apprendre l'espagnol que payer 10, 15, 20 latinos pour apprendre le français. Il y a comme une logique ici qui est évidente, là. C'est logique au niveau de l'employeur, absolument, mais ça va complètement à l'encontre de ce que l'on cherche à faire en termes d'intégration. L'enjeu, je vous dirais, c'est qu'on a cherché, je vous dirais, depuis quelques années à répondre à des besoins de main-d'œuvre, à des tensions sur le marché du travail avec un programme, le programme des travailleurs étrangers temporaires, qui était fait traditionnellement pour répondre à des besoins de niche très, très temporaires. Donc, ce programme-là, à la base, là, c'était pour, par exemple, accueillir, c'est ça, mettons, 3 techniciens japonais ultra spécialisés qui venaient au Québec pour mettre au point des machines dans une usine, puis qui repartaient par la suite, puis qui n'avaient jamais l'intention de s'établir ici. Là, on a utilisé ce programme-là de façon beaucoup plus large pour répondre à des besoins dans le commerce de détail, dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans la fabrication, donc dans toutes sortes de domaines où les besoins sont pas nécessairement ponctuels. Et on a des gens qui viennent ici, il n'y a pas de plan B du côté de l'employeur de répondre à la demande de façon durable. Puis on a des gens qui viennent avec le but d'obtenir la résidence permanente. Et là, qui se retrouvent pendant 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, à jamais vraiment réussir à s'intégrer parce que justement, ils sont concentrés sur leur emploi et ils vont jamais faire l'investissement de base nécessaire pour leur permettre de socialiser de façon avec aisance, en fait, avec des Québécois. Donc, pour nous, nos constats portent sur la francisation en milieu de travail, mais nous amènent aussi à réfléchir, ou en fait devraient amener les gens, les employeurs, les gouvernements à réfléchir sur cette approche de renouvellement de la main-d'œuvre qui n'est pas viable, en fait, en termes d'intégration à long terme. Tout à fait. Puis, tu sais, les gens, moi, en tout cas, ceux à qui j'ai enseigné dans ma vie, j'en ai pas rencontré un travailleur temporaire qui venait en se disant, moi, je pars dans 2 ans parce que j'ai envie de venir au Québec pour 2 ans, tu sais, que ce soit des Philippins, des Latino-Américains, peu importe les gens d'où ils viennent, ils ont un projet québécois à long terme, tu sais, vraiment, là, et non pas sur un contrat. Ils veulent venir pour les mêmes raisons, en fait, que les immigrants réguliers viennent, c'est-à-dire améliorer leurs conditions de vie, donner une meilleure éducation à leurs enfants, quitter un pays où la situation économique est peut-être pas très satisfaisante. Puis, je vous écoute parler, puis je me dis, en fait, c'est pourquoi on ne devrait pas inverser la logique au niveau gouvernemental, à se dire, ben plutôt que de franciser les employés après leur embauche, pourquoi on n'embauche pas dans des bassins, soit où on parle déjà français, ou si on n'oblige pas, en fait, ou on ne favorise pas l'inscription à un cours de français pour atteindre un certain niveau, par exemple le niveau 4, la fin du bloc débutant, avant d'arriver au Québec. Ben pour nous, évidemment, c'est la clé. Là. Ce sont des recommandations qu'on a formulées dans un rapport qu'on a présenté l'année dernière qui portait sur l'immigration temporaire. Essentiellement, on disait que pour les immigrants du programme des travailleurs étrangers temporaires, on devrait demander un minimum de français à l'entrée. Peut-être pas obligé de demander le niveau 7 ou comme on fait pour l'immigration permanente. Nous, on disait, mais demandons au moins le niveau 3. Ça pourrait être le niveau 4 pour s'assurer qu'on va chercher des gens qui vont déjà avoir fait une partie de l'investissement avant de s'en venir.
d'avoir au moins le minimum qui va leur permettre, en arrivant, de commencer à être en immersion, de commencer à tirer profit d'être dans un environnement francophone. Et là, les ressources qu'on va investir en francisation, on va pouvoir les concentrer à un niveau qui est peut-être plus intéressant. Moi, j'appelle ça des fois la zone payante là, de la francisation. La zone payante de la francisation, c'est quand on a quelqu'un qui arrive, qui est déjà capable de parler un peu, qui se retrouve dans un environnement très francophone. Et là, on donne des cours d'appui que la personne est tout de suite capable de mettre en pratique, en fait, ses acquis dans son environnement, dans sa vie de tous les jours. Il faut que nos ressources en francisation visent plus ce genre de profil-là, parce qu'en ce moment, l'argent qu'on met en francisation, c'est beaucoup pour des gens qui partent du niveau 0, puis qui souvent vont se rendre au niveau 1 ou vont se rendre au niveau 2, donc qui ne vont pas atteindre le niveau qui leur permet de socialiser avec aisance en français. Tout à fait. Ou encore commencer, arriver et intensifier les premiers apprentissages. Donc, ça pourrait être aussi d'atteindre les niveaux 1 et 2 à l'arrivée, mais avant l'entrée en poste. Ça peut se faire ici, mais il faudrait que cet apprentissage-là soit vraiment plus intensif. On ne peut pas passer du niveau 1 au niveau 3 au compte-gouttes à quelques heures par semaine parce que pendant ce temps-là, il faut quand même communiquer. Puis c'est là qu'on perd un peu la mouvance là, vers un apprentissage plus significatif. Mais si on intensifie, par exemple, les deux premiers niveaux avec du temps complet à l'arrivée, là, cette solution-là aussi est tout à fait possible. Ça, d'ailleurs, c'est l'approche qu'on devrait adopter aussi pour les gens qui viennent en vertu soit comme demandeurs d'asile, soit comme réfugiés, soit avec le regroupement familial, plutôt que de lancer les gens le plus vite possible sur le marché du travail en leur donnant un permis. Moi, je pense qu'il faudrait avoir une prise en charge où les gens ont un apprentissage intensif du français, puis ensuite avec un appui des mesures qui vont permettre aux gens de s'insérer dans des environnements et dans des réseaux francophones aussi. Donc, je pense que c'est vraiment ça la clé, là. Puis aussi avoir une certaine transparence par rapport à ce qui est demandé par la société puis par les milieux de travail. Donc que ce soit clair pour tout le monde que de travailler en français, c'est ce qui sera demandé, puis que le temps ou l'engagement qui sera nécessaire pour y arriver sera de temps d'heures ou de temps de semaines de manière intensive. Donc, il faut que ce qu'on propose, ce qui est proposé aux travailleurs soit réaliste parce que sinon, puis ça on le voit, c'est eux qui vivent avec le stress et l'angoisse de pas réussir à apprendre assez vite. Donc, s'ils sont déjà sur le marché du travail et qui ont un parcours qui est réaliste devant eux, la pression, c'est eux qui la subissent, là, c'est eux qui se retrouvent très vulnérables. Donc, je pense qu'il vaut mieux être transparent par rapport aux exigences de la société, des milieux de travail et par rapport à l'ampleur de la tâche, là, d'apprendre une langue en même temps que de travailler, parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'heures à investir. Ce qui semble sous-estimé, en fait, par des travailleurs puis par un certain nombre d'employeurs aussi, des fois, qui se disent, c'est bon, tu sais, la personne, si elle fait quelques heures par semaine pendant 6 mois, elle va être capable de se qualifier pour la résidence permanente. Mais je suis désolé, là, à moins que la personne soit vraiment extrêmement douée puis qu'elle parle déjà 5 langues latines, c'est assez peu probable là, que les gens puissent progresser aussi rapidement, là. Puis au niveau, en fait, à qui on doit faire de la pédagogie? Est-ce qu'on doit la faire aux entreprises? Est-ce qu'on doit la faire au niveau du gouvernement, au niveau des apprenants? Par exemple, de dire à chaque personne avant qu'elle arrive, si vous voulez rester au Québec, c'est parce que là, on voit qu'à partir de 2028, là, si les projets de loi fonctionnent, on va devoir atteindre un niveau 4 pour renouveler son permis de travail. Donc, qui doit être au courant? Parce que j'ai l'impression que souvent, les nouveaux arrivants, ils arrivent ici. Puis moi, j'ai vu des Philippins qui ne savaient même pas qu'on parlait français au Québec, là, qui sont arrivés en classe, qui disaient « Mon Dieu, je suis arrivé pour travailler dans telle compagnie, mais je ne savais pas qu'on parlait français. » Pour moi, j'arrivais au Canada, qui est un pays anglophone, puis parle très bien anglais, là. C'est des anglophones de L1 ou presque. Puis, tu sais, en plus de ça, souvent, des employeurs qui n'ont pas l'air de comprendre qu'est-ce qu'on demande comme exigence linguistique, qui envoient, par exemple, certains de leurs employés pour faire des évaluations certifiées, par exemple un TEF, un TEFAC, là, qui sont des examens qui vont certifier le niveau de langue et qui ne parlent pas français. Donc, on les envoie un examen en disant, ça doit être facile, ça. Puis finalement, ils ne sont pas en mesure de les faire. Fait
auprès de qui on manque de pédagogie? Est-ce que c'est le gouvernement qui doit parler aux entreprises, que les documentations doivent être plus claires? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Tout le monde devrait être mieux informé, à mon avis. Toutes les personnes impliquées dans le processus migratoire devraient être mieux informées. Mais moi, je pense que si on n'a qu'une 50aine d'heures à offrir à la francisation en tant qu'entreprise, par exemple, cette 50aine d'heures-là serait mieux investie à sensibiliser et à former les gestionnaires, les ressources humaines, à instaurer un climat qui favorise les apprentissages, qui encadre les personnes allophones dans leur parcours de francisation. Je pense que il y aurait plein de choses à partager, puis 50 heures, ce serait pas trop dans les milieux de travail. L'impression, c'est que depuis quelques semaines, on voit beaucoup dans les médias un peu une offensive de plusieurs compagnies, plusieurs entreprises qui font témoigner des travailleurs temporaires dans les journaux, en fait, qui disent, ben voyons, on va me renvoyer à la maison alors que ces employés-là sont essentiels, qu'on leur a appris le français, tout ça. Est-ce que ce qu'on voit, c'est normal? Est-ce que ça va se multiplier dans les prochains mois? Est-ce que les entreprises commencent à comprendre qu'il y a des exigences linguistiques puis sont surprises? Je voyais aussi que dernièrement, là, il y a un rapport, pas un rapport, mais un document qui est sorti, en fait, là, pour avoir le référentiel québécois des profils de compétences en français des métiers et des professions, qui demandait aussi une connaissance intermédiaire du niveau 4 pour occuper, par exemple, un emploi de caissier, préposé en station-service, en restauration rapide, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Pour moi, c'est clair qu'on doit réfléchir collectivement à ce qui s'est passé depuis 5 ou 6 ans, puis comprendre à quel point on a mal géré cette situation-là. Et on a confié, en fait, les politiques d'immigration sur une base individuelle aux entreprises. Les entreprises avaient des problèmes ponctuels auxquels elles devaient résoudre. Puis moi, je comprends ça. Je comprends qu'un patron doit résoudre les problèmes. Lui, il doit s'assurer qu'il y a des gens qui sont là pour faire fonctionner l'entreprise. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionnait pas à long terme, l'approche qui a été retenue, dans le sens où si vous allez chercher des travailleurs qui ne sont pas en mesure de s'intégrer socialement à votre milieu, qui ne sont pas en mesure de créer une nouvelle vie dans votre région, dans votre localité, en se faisant des amis, en amenant leur famille, éventuellement en faisant en laissant des racines, ben ça va pas fonctionner à long terme. Donc, vous êtes en train de résoudre votre problème de manière ponctuelle, mais vous n'êtes pas en train de créer les conditions d'un développement économique puis d'une société qui va avoir de la cohésion sociale puis qui va durer. Donc, il faut vraiment repartir les compteurs à zéro et se dire quels sont les problèmes structurels de main-d'œuvre auxquels on veut répondre par le biais de l'immigration. Et une fois qu'on a dit ça, comment on s'assure que les gens, au moment où ils arrivent sur le marché du travail, ils ont déjà la capacité d'interagir de façon minimale en français, puis comment, à partir de cette connaissance minimale, on les amène à s'améliorer, puis j'ajouterais à développer des liens sociaux en français. C'est vraiment ça qui est clé. Puis je pense que quand on parle de ça, moi j'ai parlé de ça avec un certain nombre d'entrepreneurs, puis d'acteurs économiques, particulièrement en région. Je pense que les gens sont conscients qu'on l'a mal géré depuis un certain nombre d'années, sauf que là, les gens sont pris avec le problème. Ils ont fait venir des gens, par exemple, il y a 3, 4, 5 ans. Aujourd'hui, ils en dépendent pour faire fonctionner leur ligne de production. Ils constatent là, que les gens sont pas super bien intégrés dans plusieurs cas. Donc, je pense que les gens sont à la recherche de solutions. C'est au gouvernement, en fait, de leur donner des solutions. Pour moi, la solution, c'est simple, c'est qu'il faut amener les gens vers un niveau de français plus élevé. Il faut favoriser ceux qui ont fait le bon investissement pour devenir bons en français. Puis il faut s'assurer que pour l'avenir, les gens qu'on fait venir, les gens qu'on accepte, arrivent avec un niveau plus élevé, qu'on est plus agressif, disons qu'on est plus proactif dans notre approche de l'intégration pour ces personnes-là.
On l'a constaté dans notre recherche là, quand je disais tout à l'heure que la majorité des participants au cours arrivaient là, avec vraiment aucune connaissance du français, mais ces personnes-là sont en emploi. Là. On comprend qu'elles sont déjà en emploi, elles exécutent leurs tâches, elles n'ont aucune connaissance du français. Donc, on peut se surprendre là, que ces personnes-là occupent des postes qui, selon le référentiel dont vous parliez, là, nécessitent au moins des connaissances là, entre le débutant et l'intermédiaire, les niveaux 4 et 5. Ensuite, quand on a regardé les plans de formation pour les formations sur mesure là, qui étaient souvent demandés par les employeurs pour les cours du MIFI, mais c'était principalement des notions de santé et sécurité au travail. Donc, encore là, on peut se demander comment des personnes qui n'ont aucune connaissance du français se fassent former avec des cours de base, là, de très peu d'heures par semaine, sur des notions de santé et sécurité au travail. Ça veut dire que soit la personne n'exerce pas son travail actuellement en toute sécurité, ou alors cette personne-là a recours systématiquement à une autre langue pour exercer son travail en toute sécurité. Donc ça on l'a bien observé là, dans les données. Oui, puis tu sais, on dirait que pour que ça fonctionne, là, est-ce qu'on a comment on pourrait avoir une formation linguistique qui aurait des impacts concrets? Tu sais, quel genre de choses on pourrait mettre sur pied pour avoir justement des contacts interculturels, pour avoir des milieux de socialisation, pour que les gens veulent parler français, pas seulement pour faire fonctionner une machine, mais pour se faire des amis, pour parler avec leurs voisins, tout ça. Puis dans certaines régions, tu sais, vous avez probablement parlé des employeurs. On a des régions où on sait qu'il y a beaucoup de TET, par exemple, en Beauce, ou même dans le nord du Québec. Là, tu sais, je parlais à des enseignants que j'ai formés dans le coin de Chibougamau qui me parlaient d'un village philippin. Tu sais, on stationne un peu les gens quelque part dans un quartier isolé, puis ils n'ont même pas de contact. Tu sais. Fait que là, je me dis, comment on peut faire en sorte de favoriser cette socialisation-là, puis cette motivation intégrative là, à apprendre le français chez les gens? Je trouve que c'est une bonne question parce qu'effectivement, les employeurs peuvent être divisés là-dessus dans le sens où le fait, là, je ne veux pas prêter de mauvaises intentions à personne, mais des fois, le fait d'avoir un peu un nombre d'employés comme ça qui sont captifs, qui connaissent pas trop de gens autour, ça peut être une sorte de garantie qu'on se les fera pas voler ou une sorte de garantie que les gens vont rester très, très loyaux par rapport à leurs employeurs, très, très disponibles pour travailler les soirs, les fins de semaine et tout ça. Donc, ça peut être un peu tentant aussi pour les employeurs, mais je pense que quand on pense à long terme, quand on est dans une région qui est industrielle, par exemple, manufacturier, si on veut fidéliser nos employés, à un moment donné, il faut que nos employés soient heureux. Il faut qu'ils veulent rester. Pour vouloir rester, il faut qu'ils aient des amis, il faut qu'ils aient une vie sociale, il faut qu'ils sentent qu'ils sont chez eux, en fait, dans la localité, dans la municipalité. Pour moi, évidemment, ça passe par la connaissance de la langue. Enfin, c'est sûr que quand on arrive dans la région de Montréal, il y a beaucoup quand même de milieux en entreprise où c'est possible de fonctionner tout à fait en anglais, et de s'intégrer en anglais. Mais quand on arrive en région, ça passe nécessairement par l'apprentissage du français et le développement de liens sociaux. Donc, à mon avis, il faut que les employeurs organisent le travail d'une manière que les travailleurs étrangers puissent collaborer sur une base quotidienne avec des travailleurs québécois. Puis il y en a des endroits où ça fonctionne. Moi, j'ai vu des exemples en restauration, par exemple. Si vous êtes dans un Saint-Hubert, par exemple, dans une région très, très francophone, vous avez 4 ou 5 travailleurs étrangers temporaires qui se débrouillent en français, qui sont entourés de Québécois. La magie de l'intégration va fonctionner, là, c'est sûr. Même chose dans une usine. Traditionnellement, le travail en usine, c'est un contexte qui peut être favorable, très favorable à l'intégration. Les gens collaborent sur une base quotidienne en travaillant les uns avec les autres. Mais il faut un minimum. Par exemple, si vous mettez les gens sur des quarts de travail séparés puis qui se croisent uniquement à l'entrée ou à la sortie de l'usine, vous n'y arriverez pas. L'autre point aussi, je pense, qui est important, c'est il y a un rôle à jouer. Ça, on est en train de s'y intéresser de plus en plus, mais pour les municipalités, pour les organismes de concertation économique à l'échelle régionale, pour les organismes d'accueil des immigrants. Dans toutes les municipalités au Québec, il y a toutes sortes d'organismes communautaires, des associations, des clubs sportifs qui font vivre en fait la vie sociale et qui sont des lieux d'accueil potentiels pour des travailleurs étrangers, pour des nouveaux arrivants. Donc, je pense qu'au niveau municipal, il y a des acteurs
qui ont un rôle actif à jouer pour mettre les nouveaux arrivants en contact avec ces milieux-là. Tous les nouveaux arrivants ont un intérêt dans quelque chose. Hein. Pour un, ça va être l'artisanat, pour l'autre, ça va être le sport, pour l'autre, ça va être la chorale. Donc, chacun s'intéresse à quelque chose. Comment on amène les gens à trouver leur cercle d'amis, en fait, au sein du village, au sein de la communauté. Je pense que si les employeurs pensent à long terme, ils vont voir là, que c'est vraiment dans leur avantage, que leurs travailleurs étrangers non seulement apprennent le français, mais aussi se fassent des amis en français. C'est ça, on peut pas s'attendre à ce que tout se passe dans la salle de classe, surtout lorsque les gens travaillent, ont un emploi du temps chargé. Il faut vraiment miser aussi sur l'extérieur de la salle de classe, puis ça existe dans la communauté, puis ça existe au travail aussi, en dehors de la salle de classe. Ce qui peut être il y a une tension qui est inhérente, en fait, à l'apprentissage du français puis au mandat de francisation au Québec, dans le sens où il y a des gens il y a beaucoup, en fait, d'immigrants, on le sait, là, qui sont portés par une volonté d'intégration, un désir de socialiser, en fait, comme disait Marie-Lou tout à l'heure, particulièrement si vous êtes en région, puis vous voyez tout le monde parler en français partout. Ben, si vous parlez pas français, vous allez vous sentir un peu seul, puis vous allez vous sentir en dehors. Donc, il y a une volonté intégrative qui est tout à fait naturelle, puis il faut miser là-dessus. Quand on arrive dans des milieux plus anglophones, par contre, aussi, il y a des gens, il ne faut pas se leurrer, mais qui vont uniquement au cours de français dans le but d'aller chercher la certification ou le niveau qui va leur permettre, par exemple, de se qualifier à la résidence permanente. Et ça, c'est une volonté peut-être un peu plus instrumentale, une vision un peu plus instrumentale. Je pense qu'il faut essayer de contrer ça aussi en amenant les gens dans des contextes où ils vont développer des liens sociaux avec des francophones. Donc, on doit repenser la francisation, on doit repenser nos politiques d'intégration aussi. Pour moi, là, dans ma façon de voir les choses, c'est qu'il y a comme un apprentissage du français qui devrait être plus intensif au départ, autant que possible avant l'arrivée au Québec, mais sinon à l'arrivée au Québec. Puis quand on arrive plutôt dans le stade intermédiaire avancé, là, tout l'accent devrait être mis sur le développement de liens sociaux, la fréquentation d'endroits où on va être capable d'établir des amitiés ou des contacts avec des francophones. Oui, tout à fait. Puis je pense que, il faut avoir la combinaison des deux types de motivation est bien aussi, là, d'avoir, oui, un rapport instrumental pour aller chercher un niveau de langue, mais aussi d'avoir un rapport intégratif. Je pense que des deux côtés, de façon isolée, ces deux motivations qui sont trop éloignées, il faut les mettre ensemble. Il faut qu'on favorise les deux. Oui, la langue de travail, oui, l'instrumentalisation, mais aussi l'intégrativité là, à la communauté. Puis je termine avec une dernière question. En fait, je voulais vous demander après tout ça, si vous aviez à bâtir un modèle québécois qui est fort en francisation, ce serait quoi de vos deux côtés, là, vos trois priorités incontournables? Ben, je peux dire déjà que justement de favoriser l'intensification là, dès le départ du projet migratoire, que ce soit avant l'arrivée ou à l'arrivée, avant l'entrée en poste, mais vraiment de pas mettre la personne dans une situation impossible où il devra travailler des semaines complètes, avoir sa famille, gérer son immigration et en plus accorder des centaines et des centaines, voire 2000 heures à l'apprentissage pour pouvoir exercer son travail, puis s'intégrer, puis participer pleinement à la vie au Québec en français. Donc, vraiment, tout ce qui peut favoriser l'intensification, que ce soit par des formations plus intensives ou par une intégration dans un milieu qui soit francisant avec des relations au travail qui permettent là, vraiment plus d'exposition. Ensuite, responsabiliser là, les milieux à créer ces opportunités-là, ces environnements-là qui soient vecteurs là, d'apprentissage par toutes sortes de moyens là, qui peuvent exister. Puis finalement, ben moi je pense que l'idée de la transparence, ou en tout cas que tout le monde qui s'engage, que ce soit l'employeur qui recrute ou l'employé qui accepte un projet migratoire, que ce soit clair pour tout le monde, des exigences qui seront imposées nécessairement dans tout le processus, ou s'il y a une résidence permanente qui est visée à la fin de ce processus-là. Donc, la transparence dans les attentes, puis dans l'effort nécessaire pour mener à bien le projet, que ce soit de l'employeur ou de l'employé. Ouais. Ouais, je pense que Marie-Lou a vraiment donné les bons points, là. L'intensification, la socialisation,
puis la responsabilisation ou la transparence. Pour moi, c'est vraiment important. Je sais qu'il y a des gens qui sont assez critiques de dire de l'idée d'exiger une certaine francisation avant l'arrivée. Mais moi, j'y tiens. Ça me semble vraiment très, très important. Je pense que c'est important aussi pour protéger les gens, j'oserais dire, notamment contre les mauvais intermédiaires qui peuvent leur raconter n'importe quoi, mais les amener aussi à réfléchir sur ce qu'ils veulent vraiment pour eux-mêmes, parce que il y a des gens qui peuvent vraiment sous-estimer à quel point ça va être difficile, l'expérience migratoire, puis ils s'engagent avec des attentes qui sont pas toujours réalistes. Honnêtement, je pense que c'est bien de demander à quelqu'un qui veut immigrer de faire quelques centaines d'heures avant de partir de son pays, parce que si la personne a de la difficulté à ouvrir le logiciel pour en faire un peu par elle-même, si elle a de la difficulté à ouvrir un manuel d'Assimil ou un autre manuel d'apprentissage du français pour faire quelques heures, elle peut pas s'imaginer que ça va être super facile rendu ici. Tu comprends? Donc, à un moment donné, il faut aussi que la personne se pose la question, quelles sont mes attentes? Qu'est-ce que je veux véritablement? Si la personne arrive au Québec et elle n'a pas pris le temps de vérifier sur Wikipédia qu'on parlait français au Québec, il y a peut-être quelqu'un à quelque part qui n'a pas fait faire la réflexion dont elle avait besoin pour ajuster ses attentes aussi, puis définir un projet migratoire qui était cohérent et réaliste. Donc, pour moi, c'est super important. C'est de la transparence parce que les gens, on le sait, ils peuvent avoir tendance à surestimer peut-être leur capacité, sous-estimer certaines difficultés. Et il y a plein d'intervenants aussi qui existent, des agences, des employeurs, des consultants qui disent n'importe quoi. Écoute, moi, je suis sur TikTok, puis je vois beaucoup de consultants qui font de la publicité pour que convaincre les gens de venir au Canada. Puis on le sait, là, il y a beaucoup de gens il y a une pression migratoire, il y a un désir de migration qui est très, très fort dans certains pays. Et puis il y a des gens qui en profitent pour faire beaucoup d'argent. Mais des fois, il y a du monde qui prennent des mauvaises décisions puis qui se mettent dans des situations difficiles. Donc, transparence et responsabilisation, pour moi, c'est absolument essentiel. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez ajouter? Ça fait le tour pour moi. Merci beaucoup, Tania, de nous avoir reçus. Merci beaucoup. C'était un honneur. Merci à vous d'être venu. On va continuer de t'écouter. Ah, ben merci. Absolument. Yeah, merci. Merci infiniment d'avoir écouté Avec ou sans accent aujourd'hui. J'espère que nos échanges ont été aussi stimulants pour vous que pour moi et que vous serez à l'écoute pour les prochains épisodes. Avant de vous laisser partir, permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans cet épisode? Quelles réflexions vous ont traversé l'esprit? N'hésitez pas à m'écrire afin de partager le tout avec moi. N'oubliez pas non plus de vous abonner au balado pour ne manquer aucun épisode. Faites découvrir Avec ou sans accent à tous ceux qui partagent nos passions pour ces sujets. Vous avez envie de travailler avec moi? N'hésitez pas à me contacter pour connaître mon offre de service ou visiter mon site web. Au plaisir de vous retrouver pour notre prochain épisode. À très bientôt!